Juste avant de passer à la suite de ce podcast, laissez-moi vous parler de Oli, qui est tout simplement le sponsor de cette vidéo. Oli, c'est quoi? C'est tout simplement une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Le gros avantage d'Oli, vous le connaissez peut-être parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent, c'est que dedans, il n'y a pas de sucre, ce sont que des arômes et des colorants naturels. En plus de ça, ils pensent à l'écologie. Pourquoi? Parce que un pot, ça permet tout simplement d'éviter de jeter 50 canettes. Ça, forcément, pour la nature, ça fait plaisir. Chez Oli, il y a plusieurs gammes. Et dedans, il y a ma gamme préférée que j'utilise à chaque fois avant l'entraînement, la gamme énergie. Pourquoi c'est la gamme énergie? Parce que dedans, il y a une espèce de caféine un petit peu différente qui s'appelle la New Caf, qui permet d'avoir un effet plus long terme et surtout d'éviter le crash post-caféine qu'on connaît tous avec le café. Évidemment, j'ai mon petit shaker du pack découverte et dans ma gourde, c'est mon goût préféré, Ice Tea pêche blanche, magnifique. Et j'en rajoute pas, vraiment un régal. En plus de tout ça, l'avantage c'est qu'Oli c'est healthy. Healthy. Pourquoi c'est healthy? Dans la gamme Ice Tea, vous allez avoir l'utilisation d'antioxydants et de multivitamines qui vont vous permettre de passer une excellente journée. Si vous voulez vous aussi goûter Oli et non Uli qui est mon chien, n'hésitez pas, vous avez le pack découverte disponible et vous avez en plus 5 € avec le code LEBOUZE5 sur tout le site internet. Donc si vous voulez le pack découverte ou autre chose, vous faire un petit kiff, voilà, pour une fête, pour n'importe quoi, n'hésitez pas, le code LEBOUZE5, 5 € de réduction sur tout le site internet. Je vous mets évidemment le lien de redirection dans la description de cette vidéo et je vous laisse avec un des meilleurs podcasts que j'ai fait avec Michel Dubois, coach de boxe. Bonne écoute à vous. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast et je suis très content de l'invité de ce podcast, Michel Dubois, alias coach de boxe, c'est ça? C'est comme ça qu'on te définit? Oui, souvent. Souvent, parce que ça fait depuis l'âge de 16 ans, je suis dans le milieu de la boxe. Ok. J'en ai 62 aujourd'hui, ça fait quelques années. Donc ça fait, les pros en maths, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais ça fait quand même pas mal d'années. Michel, toi, comment t'as commencé la boxe? Toi, t'es issu de quel milieu? J'avoue que tu m'avais vite fait expliquer à l'époque, mais c'est vrai que, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé tout au début? Moi, je fais partie du milieu des gens du voyage. Ok. Donc, on voyageait, et un jour, je suis arrivé à Rennes. Ouais. Puis j'étais voir un combat de boxe. Et puis ça m'a plu. Puis déjà, chez nous, on adore la boxe. Mais là, ça m'a flashé tout de suite. Et du coup, on voyageait un petit peu. Moi, mon père avait des petits problèmes de santé. On est resté à Rennes. Dans ce cas-là, j'ai parlé avec l'entraîneur. Je lui ai dit, je voudrais bien faire de la boxe. Il a regardé mon gabarit. Il m'a dit 1m85, 80 kilos. Ça peut le faire. Ah ouais? Donc, le lundi, j'étais à la salle. Ok. Puis après, ça s'est enchaîné. J'ai commencé à faire mes premiers combats à 17 ans à peu près. Et puis après, j'ai fait quelques championnats. C'est parti comme ça. J'ai fait des combats. Et puis après... Parce que c'est vrai que j'ai Karl qui est venu, quelqu'un des gens du voyage du coup, et qui m'a dit que dès tout jeune, 5, 6, 7, 8, 10 ans, c'est assez chaud quoi. C'est tendance des fois à avoir des petites bagarres. Oui, mais après, oui, un petit peu, parce qu'on vit en communauté, donc il y a toujours des petites embrouilles. Voilà, des petites embrouilles, mais bon, entre nous, quand on est jeune, c'est pas très méchant. Okay. Les parents sont là pour nous contrôler quand même, on se calme. Ok. T'avais pas senti ce goût de la bagarre et de là, tu fais de la boxe? C'était vraiment, en allant voir un gala de boxe, tu t'es dit, là, je sais pas, ça m'intéresse, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir ce que ça donne. Oui, puis depuis tout petit, j'adorais ça. Okay. Ça me plaisait, et puis... À l'époque, maintenant ça a changé. À l'époque, nos premiers cadeaux de Noël, c'était une paire de gants de boxe et puis un punching ball. Ah ouais. Donc on adorait tout ça. Tous les gens du voyage aiment la boxe, le sport de combat en général, même maintenant le MMA. Ouais. Après, on a moins de facilité parce que quand ça voyage, c'est plus difficile. On va d'une salle à l'autre, mais on arrive à s'adapter quand même. Ouais. Parce que maintenant, les licences, on prend une licence à Rennes, on peut s'entraîner à Paris. Ouais, mais tu t'attaches pas autant au coach. C'est pas pareil, c'est complètement différent. Le coach, c'est un peu le deuxième père. Okay. On a confiance en lui, c'est quelqu'un qui nous mène sur la voie pour devenir un champion ou prendre du plaisir à la boxe, c'est surtout ça. Après, l'avantage de voir pas mal de coachs, c'est que tu peux en prendre de la graine sur pas mal, tu vois, tu te dis ok, lui il m'apporte ça, lui plutôt ça, et ce qui fait qu'au final, tu es peut-être un peu plus complexe si tu avais vraiment la vision d'un seul coach. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai fait pas mal de salles et j'ai appris un petit peu à droite, à gauche.
Et l'avantage, c'est que maintenant, en tant qu'entraîneur, eh ben, je prends ce que j'ai appris dans telle salle, ce que j'ai appris dans cette salle-là, ce que j'ai appris là et là et là, ben, je le mets en application. Donc ça me permet ça m'a permis d'aller plus vite. Donc tu commences la boxe à 16 ans, Oui. les combats ça vient très vite, 17 Oui, ans. oui. Comment ça se passe ta carrière de boxeur? Au début c'est amateur? Bah, c'est-à-dire que moi, au début, j'ai été voir ce gala de boxe. Derrière, j'ai été à la salle voir l'entraîneur. Et après, on a pris un peu la route. On est parti, on n'est pas resté à Rennes. Et puis ça m'a toujours... voilà, donc on est revenu à Rennes. Donc là, j'avais, presque 17 ans. Ouais. Et du coup, avec 2 mois de salle, comme j'avais un petit peu ça dans le sang, après 2 mois de salle, je suis monté faire mon premier combat. Ça 2 s'est mois bien de salle. passé? Tu t'en rappelles? Oui. Ah oui, je me rappelle bien, avec toute la famille qui était là. C'était à côté de la gare. Il y avait une petite salle là, il y avait toute la famille qui était venue. J'avais presque toute la salle. Ouais, t'as la pression là du coup. Non, pas vraiment, parce que le premier combat, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. D'ailleurs, voilà, c'est bien passé. Ouais, je le sais, ouais. C'est vrai que le premier combat, c'est un peu l'inconnu. Voilà, c'est l'inconnu, donc on a un peu de pression, mais pas la même pression, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ok. Et plus on va dans le temps, plus on se met la pression, mais plus on la gère. Disons que c'est pas les mêmes sensations, le premier combat et le deuxième et le troisième, et ainsi de suite. Ouais, parce qu'après, tu sais à quoi t'attendre au Voilà, deuxième, au donc troisième. On n'a pas de surprise. Ok. Et le premier combat, comment il se passe? Tu prends un KO, tu Non, gères, j'ai gagné, mais 14 ou 15 premiers combats, je les ai gagnés. Ok, ah oui. Ah oui, j'étais invaincu, je me démerdais. T'es l'homme à abattre. Non, pas vraiment, parce que... Bah, quand t'as 14 combats sans défaite, en Ouais, vrai, les gens ouais, ils doivent mais- se dire, putain, je peux lui prendre son zéro. C'est comme ça, ils disent les gens. Oui, mais on est vite remis à sa place, parce que le 15e, j'ai pris un KO. Ah ouais? Oui, j'avais 18 ans. Et tu sentais que t'avais une prise de confiance qui fait que t'étais moins Je sais- guerrier ou je sais pas. si c'est une prise de conscience. Non, c'est peut-être justement, j'étais un peu trop guerrier. Ok. Et j'ai privilégié la force à la technique. Ah, Et Ça marche j'avais pas à un tous les coups. adversaire qui avait beaucoup d'expérience. Et c'était à Saint-Malo, je me rappelle bien. Et là, j'étais descendu quand même. Ça n'a rien enlevé à ma passion. Ça m'a retardé un petit peu sur ce que je voulais faire. Après, on se pose des questions parce qu'on se dit, est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais pas continuer? Et à cette époque, c'était dans les années 80, la boxe, c'était un peu... La défaite, c'était pas très grave. Que maintenant, dans la tête des boxeurs, ils veulent pas perdre. il y a moins d'ego. Il y avait moins d'ego plutôt Oui, à l'époque beaucoup moins, que beaucoup maintenant. moins. Et la boxe, c'était beaucoup plus dur. Ok. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en amateur, on boxait torse nu avec des gants Bah, durs. c'est vrai que ça, c'est une question que je voulais te poser. C'est la boxe de l'époque, donc les années 80. Oui. C'était quoi vraiment la différence avec maintenant? Parce que c'est vrai que maintenant, la sécurité du boxeur est vraiment mise en avant. Donc en amateur, il y a les casques qui sont maintenant obligatoires, le t-shirt. Voilà, nous, on n'en avait pas. Ok. Et à l'époque, dans mon époque, il n'y avait pas de junior, pas de senior. On pouvait avoir 16 ans et rencontrer un gars qui avait 30 ans. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. À 17 ans, j'ai rencontré des gars qui avaient 25, 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on avait un surclassement. Donc, on passait une visite médicale. Et le médecin et le docteur voyaient si on était capable ou pas au niveau physique, quoi. Enfin, c'est pas qu'il nous faisait pas un check-up, mais quand on était dans la salle, ils regardaient, ils prenaient notre tension, nos trucs, ils voyaient si on avait les capacités physiques Ok. ou pas. À vue d'œil, hein, maintenant. Maintenant, ça n'existerait plus, c'est pas possible. Et ça, Maintenant, c'est quand tu étais mineur et que tu devais boxer des majeurs, c'est voilà, ça? c'est ça. C'était un surclassement d'appeler ça à l'époque. Ok, comme il y a dans le milieu maintenant du foot ou de certains sports, en vrai, il y C'est ça, a des c'est prodiges qui sont mineurs et qui jouent Voilà. maintenant avec des seniors, Voilà. quoi. Mais ils sont obligés d'avoir un contrôle médical un peu plus pointu. Ok, donc là, ton KO, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu manges un coup à la mâchoire ou... Non. Tu te rappelles du coup comment tu l'as pris? Ah, je me rappelle un peu, oui. La première défaite. Parce que des on fois, il y s'en en a, rappelle. ils oublient tout, non? Ah non, moi, j'oublie pas. Non, je me rappelle bien. Ok. Je me rappelle bien de cette soirée. Normalement, j'avais rencontré un Parisien à l'époque, Ouais. qui était fort. Je menais, hein, Ouais. mais le gong allait sonner. Ouais. Et là, j'ai pris un coup. À 10 secondes, j'ai Ah, encore putain. les papiers, les journaux, les trucs. J'ai pris un contre à 10 secondes du coup de gong. Et là, si j'avais eu peut-être ce serait passé différemment, si j'avais pu revenir dans mon coin, Ouais. et mon entraîneur me donne des consignes, peut-être que le combat aurait pas été le même. Mais bon, on le saura jamais. Ça, on ne saura jamais, malheureusement. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est l'avantage avec les sports de combat.
je l'ai remarqué et c'est pour ça qu'on kiffe en tant que spectateur, c'est que tu peux avoir une domination sur 3, 4, 5, 10 rounds d'un mec, il suffit que l'autre, sur un coup bien placé, le mette KO et il remporte le combat alors qu'il a vraiment rien fait, quoi. C'est ça, c'est un peu comme le hippon dans le judo. Ouais. Oui, c'est la même chose, sauf que on prend beaucoup de coups, mais à la limite, je dirais qu'on peut mener le combat tous les rounds, que ce soit en pro ou en amateur, et sur un coup, tout est remis en question, même la carrière. Ouais. Il y a des boxeurs qui sont très très bons, qui ont de l'avenir, et ils prennent un KO, et jamais ils remettent les pieds sur un ring. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été choqués. Et c'est ça, quand t'es coach de boxe, c'est un des trucs les plus compliqués à gérer, je pense. C'est que quand t'as des boxeurs qui, des fois, prennent un KO ou prennent une petite branlée, faut réussir à les redresser, quoi, à leur dire, à les remotiver, à leur donner confiance. J'ai eu le cas chez moi, enfin dans la salle où j'entraîne, j'ai donné, moi, les débutants, je ne suis pas pour la victoire. J'ai dit, écoutez, faites un beau combat, donnez tout ce que vous avez, et même si vous perdez, c'est pas grave. Il y a des combats qu'il ne faudra pas perdre, mais ceux-là, vous pouvez vous permettre, du moment que vous faites tout ce qu'il faut, le combat, vous avez tout donné. On ressort du ring, on a tout donné, on est au top, on est content de soi. Après, qu'on perde, qu'on gagne, des fois, ça tient une touche, deux touches. Malheureusement, c'est pas... Parce qu'en amateur, en vrai, les KO, il y en a quand même beaucoup moins qu'en professionnel. Ah, c'est complètement différent. Parce que c'est quoi les différences de règles, de règlement en amateur, si je dis pas de bêtises, Michel, tu me rattrapes, mais en termes de taille de gants, on est sur du 12 ose. En professionnel, on est sur du 10. En amateur, alors ça dépend des poids. Avant 66 kilos, on est en 10. Ok. Après, on passe en 12. Ok, obligatoire. Voilà. En professionnel, alors les petits poids en professionnel, ils ont du 8. Et en plus gros poids, ils ont du 10. Sachant que plus c'est bas, plus c'est des gants qui sont fins, et plus forcément ça fait mal. Alors, après, ça dépend des marques de gants. En professionnel, les gants qui font les plus mal, c'est les Reyes. Ah ouais. C'est des gants qui sont très durs. Après, les Adidas, je peux parler des marques, oui. Ouais, Adidas, c'est un peu plus rembourré. Mais bon, c'est complètement différent entre les pros et les amateurs. C'est pas du tout le même monde. Ok, mais ça n'a rien à voir. Dans tous les cas, s'il y en a un qui combat avec du Adidas, l'autre aussi. Alors, en professionnel, non. Ah ouais. En amateur, oui. Alors, ça dépend parce qu'il y a des boxeurs professionnels, de haut niveau, bien sûr, déjà qui ont fait des championnats d'Europe, des championnats du monde. Eux, ils ont signé avec une marque. Alors, donc, il y en a qui peuvent boxer en Adidas et d'autres, en face, on a vu le cas avec, comment il s'appelle, un boxeur là, qui a gagné un combat qu'il ne devait jamais gagner. Oui, d'un Marseillais, là. Oui, et lui, il n'avait pas les mêmes gants que son adversaire. Ah ouais. Ça dépend du contrat de signé. Du contrat et peut-être des sponsors aussi. Voilà, il y a ça. Les sponsors, oui, c'est des contrats qui signent avec des sponsors, donc ils sont en Adidas. Puis ça dépend aussi des pays. Okay. Il y a des pays où il y a des choses qui sont acceptées, ils ne sont pas acceptées en Europe. Ouais. Quand tu vas te battre aux États-Unis ou si tu te bats aux Émirats Arabes Unis, ça va être peut-être différent en termes de gants. Après d'avoir les mêmes marques de gants en amateur, c'est obligatoire. Okay. Enfin, la même marque. Même pas. C'est-à-dire des gants homologués. Okay. Voilà, il faut que les gants soient homologués. Parce que les gants en amateur, pardon, ce sont des gants avec des scratchs. En professionnel, c'est des gants à lacets. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est donc ça la différence. Voilà, la différence, elle donc en amateur, c'est scratch obligatoire. Voilà. Et c'est pour ça que quand je regarde les combats de fous malades, là, ils ont souvent des gants lacés, mais c'est parce qu'en fait, c'est des professionnels. Voilà, ça, c'est des obligations en professionnel. Et c'est quoi la différence de sensation quand tu as des gants lacés à la limite, le poignet est beaucoup plus tenu, et puis donc on a des bandages professionnels. Donc, Ah oui, parce qu'en termes de bandage, un amateur et un professionnel, c'est différent. C'est pas pareil. À part, alors maintenant, c'est pareil, ils ont fait des changements. À part les boxeurs qui sont en équipe nationale, eux, ils ont des bandages semi-professionnels. Ok. Alors, c'est à moitié professionnel, à moitié amateur. Il y a un peu des deux, quoi. Oui, mais ça existe depuis une dizaine d'années. Avant, ça n'existait pas. Et les bandages professionnels sont beaucoup plus rembourrés, beaucoup plus... Normalement, un bandage professionnel, c'est fait pour ne pas se briser les mains. C'est pas fait vraiment pour faire plus mal. Bon, après, il y en a, ils ont une façon de les faire où ça fait plus mal, mais c'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'on protège plutôt la main. Parce que l'outil d'un boxeur, c'est ses mains. On peut avoir une jambe cassée et ça se remet. Les mains, par contre, quand on travaille en boxe, si on a des micro-fractures, si on s'est fracturé la main, après, pour récupérer, ça peut être très dur.
voire impossible. Donc, il y en a qui arrêtent des carrières à cause de ça parce qu'ils n'ont pas protégé leurs mains ou ils ont fait de mauvais bandages. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un peu ce métier de Cutman. cutman. Oui, moi j'ai passé mes diplômes de cutman. Ok, c'est des diplômes à passer? Ah oui, c'est maintenant un diplôme reconnu. Et c'est quoi le principe du cutman exactement? Le principe du cutman, c'est alors lui, il est là pour soigner le boxeur. Ok. C'est-à-dire les arcades, enfin les plaies aux arcades. Ce qui arrive régulièrement, quoi. Oui, et tout. Et puis il met le boxeur vraiment à l'aise au niveau respiration. Enfin tout est voilà. Il passe la vaseline, il affermit la peau, il raffermit la peau. Enfin tout ce qui est médical plutôt. Tout ce qui est médical, voilà, c'est ça. Tout ce qui est médical, enfin médical si on peut appeler ça médical. Mais c'est quand même pointu. Et surtout, sa grosse partie, c'est de faire les bandages du boxeur. Ah oui, bah c'est la moitié, Disons que c'est la moitié. Moi, j'ai un ami qui est Laurent Boucher. Ok. Je pense un des meilleurs soigneurs en Europe. Et il organise des stages. Ok. Des stages dans toute la France qui sont reconnus par la Fédé, par le MMA. C'est même, je ne sais pas si c'est reconnu en Europe, mais je pense. Et ceux qui vont au stage, c'est des gens qui veulent être cutman ou ça peut être des boxeurs pour eux? Non, ouais, bah, y a beaucoup d'entraîneurs qui le font parce que tous les boxeurs peuvent se payer un cutman parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais. Enfin, ça coûte cher. Ça vaut l'argent. De toute façon, c'est pas que ce soit très cher, ça vaut l'argent. Puis ça dépend du combat. Ouais, donc souvent c'est le coach qui vient faire les bandages, quoi. Oui, qui fait les bandages et qui soigne. Moi, j'ai passé. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que moi, mais il y en a beaucoup qui ont passé ce diplôme. Après, ça donne une valeur ajoutée au métier d'entraîneur. Enfin, un métier ou bénévole ou payé, peu importe. Et pour revenir du coup aux différences entre boxe amateur, boxe professionnelle, au niveau des casques aussi, les pros, ils se battent jamais avec des casques? Non. Jamais. Et il faut savoir que les amateurs avec plus de 5 combats, ils n'ont plus besoin de casque. Ok. Et ils sont aussi... donc ils peuvent quand même choisir de mettre un casque ou... Ah non. Ah oui, t'as plus le droit. À partir du moment où t'as 5 combats, c'est terminé. Voilà, on n'a plus le droit non, normalement, il n'y a plus le droit. Après, il peut y avoir un gars qui a 6 combats, 7 combats, et qui rencontre un gars qui est moins de 5 combats. Ok, du coup. Là, c'est les officiels qui disent, bah, toi, tu as 7 combats, lui, on n'a que 4, mais tu vas marcher aux règles. En boxe, il faut savoir que c'est toujours les règles de celui qui a le moins de combats. C'est-à-dire, le boxeur en face, il a 4 combats, celui qui en a 6 ou 7, il peut le rencontrer, mais à condition. Faut qu'il s'adapte aux règles du mec à 4 combats. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme par exemple, un junior. Alors ça aussi, c'est pareil. Il faut savoir, un junior, un garçon qui a 16 ans, peut rencontrer un gars qui en a 14, s'ils ont moins de 2 ans d'écart. Qui est cadet, un junior peut rencontrer un cadet si ils ont moins de 2 ans d'écart. Ok. Et un junior 2. Un junior, c'est-à-dire... Mais c'est aussi bien pour la sécurité des combattants quand même. Bah oui, parce qu'après, quand il y a trop de différence d'âge à cet âge-là, c'est quand même différent. Les règles se mettent, entre guillemets, toujours pas au plus faible, c'est une façon de parler, mais au plus jeune. Ok. Voilà. Après, une fois qu'on est passé senior, il n'y a plus de règles. Ouais. On a aussi, par exemple, si on a moins de 10 combats, on n'a pas le droit de rencontrer quelqu'un qui en a 40, par exemple. Ok, ça c'est interdit. Il n'a pas le droit. Il faut qu'il ait plus de 10 combats pour rencontrer quelqu'un qui en a 40. Il y a des règles, et je pense très sincèrement, par rapport à la boxe des années 80, je préfère ça. Ouais. C'est plus protégé, c'est normal. Ça va avec l'évolution. Hein. Ouais, surtout que la boxe anglaise, c'est un des sports pour le cerveau, c'est le plus terrifiant, quoi. Bah, oui, parce que c'est, par exemple, le MMA, on est plus blessé. Je pense que c'est plus dur sur certains points, mais moins dur sur les risques. Ouais. Alors, la boxe, on n'a pas non plus... Bah non, mais en fait, ce qui est dangereux, c'est ce que tu m'avais dit, c'est ce que j'entends souvent dans les interviews. Ce qui est dur avec la boxe, c'est de prendre... Le KO en soi, c'est pas très grave, c'est de prendre plein de coups à la tête. Et que ce soit à l'entraînement, sparring et en combat, tu prends toujours plein de coups à la tête. Alors que le MMA, t'as cet aspect où bah, tu maintiens le mec au sol. Voilà, c'est pas pareil. On a les jambes, enfin voilà, on a plein de sorties, quoi. On peut reposer un petit peu, mais là on prend des coups. Alors on a le visage et le corps. Et le corps. Enfin le corps, pas tout le corps, pas les le côtes. dos, voilà, les côtes, le foie. Au-dessus de la ceinture, quoi. Et plus souvent les coups, c'est à la tête. Hein. Et donc, des coups, tout le temps des coups. C'est pour ça qu'on force les jeunes à mettre les casques, parce que ça protège quand même. Ouais. Bon, ça résonne un peu, mais ça protège quand même. Et je pense que c'est aussi une bonne astuce pour ceux qui commencent la boxe. Si votre coach ne vous oblige pas à mettre le casque, je pense que dans tous les cas, c'est qu'il y a un problème de coach, non? Alors, oui. Quand il y a un sparring. Oui. Bah et puis, des fois, ils attendent qu'on ait le dos tourné pour pas le mettre. Ah ouais, bon, après, ils préfèrent ne pas le mettre. Ah, tous, tout le monde. Ah ouais. Le moment où ça moi, je préférais quand même.
Bah oui, mais du moment où il y en a certains, ça les embête parce qu'ils veulent, ils veulent un petit peu, voilà. Puis on n'a pas du tout la même vue, hein. Attention, quand on n'a pas le casque et quand on a le casque, c'est plus du tout la même. La vision est diminuée, donc on veut se mettre à l'aise, ce qui est logique. Mais pour des entraîneurs, maintenant, normalement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On doit protéger. Le but d'un entraîneur, c'est de gagner, c'est une chose. Mais pas n'importe comment. On a tous, de toute façon, tous les entraîneurs, que ce soit n'importe lequel entraîneur de France ou de Navarre, notre but principal, c'est de protéger. Avant quoi que ce soit, c'est de protéger les boxeurs. Maintenant, avec le manque d'expérience, on peut faire des erreurs. On en fait tous. Ouais. Mais les erreurs en boxe, ça pardonne pas, parce que c'est le gamin qui est là, qui a pris des coups, ou l'adulte, peu importe. Et donc, on en fait tous, hein, parce qu'avec l'expérience, on le sait, mais au début, on est entraîneur, on a 40 ans ou 35 ans, on voit pas tout. Maintenant, c'est plus contrôlé. La boxe, c'est quand même bien contrôlé. Bah, c'est vrai qu'un entraîneur dans les sports de combat, faut être surtout les sports à percussion comme ça, là où tu mets des coups, faut être un peu plus attentif que certains coachs dans d'autres sports, par exemple. Complètement. Et puis, il faut en même temps, alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect aussi mental. Il faut les travailler mentalement. C'est dur. C'est très dur, parce que retenir quelqu'un qui veut... retenir, par exemple, un boxeur qui veut foncer, un fonceur, un méchant, un gars qu'on veut vraiment... Des fois, on est obligé de les retenir. On est obligé de leur dire doucement, boxe, ne te bats pas. Et certains, le plus dur, c'est de les pousser au combat. Alors là, c'est fatigant. Ouais, j'ai eu le cas pas mal de fois, c'est fatigant. Inverse, ouais. Ah, c'est le côté inverse, c'est usant. Il y en a, c'est-à-dire qu'ils veulent jamais aller au combat. Quoi. Ils adorent la boxe, mais ils ont un manque d'agressivité dans le sport, bien sûr. Ouais. Et en général, un boxeur agressif sur le ring, dans le bon terme, forcément, pas agressif n'importe comment, mais qui a vraiment un gros mental et qui est agressif, lui, dans la rue, il est souvent calme. Et un boxeur qui n'est pas agressif sur le ring, peut-être dans la rue, il est très agressif. Ah ouais, c'est paradoxal. Pas tous, hein, bien sûr. Non, mais ça arrive, quoi. C'est pas une généralité, mais il y a des cas où ça se passe comme ça. Ouais. Et donc, on a toutes sortes de gens, toutes sortes de profils. Donc, il faut s'adapter à tout le monde. Et je pense qu'un bon entraîneur, c'est quelqu'un de pédagogue. Qui arrive à situer à adapter la technique avec le mental de chacun. Ça, c'est pas facile, ça. Mais c'est pointu. C'est pour ça que les grands entraîneurs, les entraîneurs qui ont vraiment de l'expérience, là, ils attrapent de l'âge maintenant, mais l'expérience dans la boxe, la bonne ou la mauvaise, hein, attention, et c'est toujours, ça sert toujours. C'est pour ça que, comme je dis tout le temps, l'expérience dans ces sports-là est très importante. Et dis-moi si je me trompe, mais les gars, pour vous resituer, Michel, il m'a coaché le dernier mois et demi de ma prépa, à savoir que j'ai changé plusieurs fois de coach. Le fait que je sois sur Rennes, ça a beaucoup joué parce que avec l'organisation, c'était compliqué de trouver un coach sur Rennes. Et du coup, quand on s'est retrouvés, t'avais vraiment avec moi cet aspect où il fallait me mettre en confiance. Et tu m'as dit qu'on t'avait dit que j'allais pas tenir un round. Oui, c'est vrai. Et très honnêtement... Et ça, tu me l'as dit une fois que j'ai combattu. Ah oui, mais tu me l'as jamais dit avant. Ah ben non, je pouvais pas te le dire. Je te le faisais un petit peu comprendre. Je disais toujours que notre adversaire était fort, mais pas trop. Juste, il fallait doser. Pourquoi ? Parce qu'autrement, tu serais arrivé là-bas. Et très honnêtement, alors, je ne dis pas que tu auras gagné, mais je pense que si je t'avais eu 5-6 mois à l'avance, le combat n'aurait pas été le même. Le combat, ouais. Et très honnêtement, moi, je te tire mon chapeau. Pourquoi ? Pour nous, par exemple, des gamins qui s'entraînent depuis des années, on les met sur le ring. Après, c'est même plus du courage. Ils sont courageux, bien sûr. Mais c'est même plus du courage. Mais toi, ce que tu as fait, il n'y a pas que toi. Il y en a d'autres aussi qui ont fait comme toi. Mais je pense que de tous les compétiteurs, tu es celui qui avait le moins d'expérience et le moins d'agressivité. Ouais. Mais ce que tu n'avais pas en agressivité, tu l'as eu en résistance. Et très sincèrement, hein, je dis pas ça pour passer de la pommade, c'est pas mon cas. Mais non, honnêtement, non. Mais le travail qu'on a fait, si on avait eu 2-3 mois de plus, je pense que, je te dis pas que tu aurais gagné, mais ce serait plus du tout le même combat. Mais j'ai vu quand même des qualités mentales que tu ne croyais même pas avoir, je pense. C'est vrai que je pensais pas que je pouvais, avant de faire tout ça, tenir sur un ring à me prendre vraiment autant de coups sur 3 fois 2 minutes. J'étais assez surpris de ça. Là où moi je m'en veux de fou, c'est d'avoir
perdu cette agressivité sur le ring, parce que je vais pas te mytho, avec tout ce qu'on a fait avant, plus l'entrée qui était vraiment incroyable pour moi, plus toi juste avant le combat qui me dit c'est bon, ça, tu vas le faire, t'as vu l'entrée que t'as fait, machin truc. Je me dis mais non, mais là c'est sûr que je vais le plumer, et je sais pas, le gong retentit, je suis en mode putain merde, enfin le gong, je sais pas, le truc de départ quoi, pour commencer, et là je sais pas, je perds mes moyens pour mettre des coups quoi. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai senti qu'il y avait quand même une petite différence de technique ou quoi, mais du coup après je me suis mis sur la défensive, et j'ai réussi à tenir, parce que c'est vrai que putain dans les sparring, Michel, tu m'as mis des gens des fois par rapport à Prime, ça tapait beaucoup plus fort. Oui, mais alors moi, comme je te dis, ce manque d'agressivité que tu as eu, mais ce qui est normal, écoute, c'est logique. Mais moi, respect, parce que il y en a que ça fait 6 mois, 1 an qu'ils s'entraînent, je les mets sur le ring et ils font pas mieux que toi. Hein. Ouais, mais... Donc oui, mais... Et puis attention, ton adversaire, il avait le niveau d'un gars qui a 5-6 combats. Hein. Ah ouais. Largement, oui, franchement. Il était techniquement, c'était fort. Ah, il était à l'aise, il était à l'aise. Lui, pour lui, c'était comme s'il allait dans la rue, il n'avait rien. Voilà, moi je l'ai vu bien. Mais je l'ai vu tout de suite, dans son comportement, dans sa façon de faire. Après, mais ce manque d'agressivité s'est transformé en résistance. Parce que ce que tu as fait à un moment quand tu es arrivé dans le coin, avant le 3e, je t'ai dit on arrête. Tu m'as dit non, j'arrête pas, on continue. Ouais, moi, j'attendais ça. Par contre, si tu me l'avais pas dit, j'aurais arrêté. Ouais. Je voulais pas te forcer à là, prendre un mauvais coup. C'est vrai que j'avais pris cher. Oui et non. Parce que mentalement, tu étais fort. Tu étais fort, tu voulais pas lâcher. Et je pense que le travail qu'on a fait ensemble mentalement, là, il t'a servi. Il t'a pas servi pour détruire l'adversaire, parce que bon, tu t'es démerdé quand même. Mais non, t'avais un gars qui avait un niveau. Et lui, par contre, il a été s'entraîner dans des endroits où il était vraiment mangé boxe, il dormait boxe, il vivait boxe. Ouais. Bon, après, respect à lui, hein, rien à dire. Par contre, toi, tu m'as quand même étonné. Parce au niveau résistance, j'aurais pas cru. Parce résistance, surtout. Ah, la résistance, mais c'est important. Parce qu'attention, tu sais, comme je dis à beaucoup de mes boxeurs, j'ai eu le cas samedi dernier où je suis parti à Tours. J'ai un jeune, il a boxé contre un gars là-bas qui était justement un petit gitan aussi, mais qui était très bien, qui était très fort. Et je lui dis à un moment, ne t'approche pas de lui, ne va pas à la guerre. T'es grand, serre-toi de ton allonge, voilà, dur. Après, tu le battras peut-être pas, mais tu vas faire le combat, tu vas donner ce que tu peux. Ouais. Il s'est approché, il était à la guerre quand même. Alors, je ne sais pas si pour me faire plaisir ou pour se faire plaisir à lui. Bon, après, l'arbitre l'a arrêté rapidement, il a pris 2 coups. Moi, c'est des cadets juniors, bon, je peux comprendre, c'est pas... Vaut mieux trop tôt que trop tard. Ouais. Par contre, son niveau d'agressivité était bien. Donc, et comme je dis aussi, là, j'ai fait une parenthèse là-dessus, c'est que aujourd'hui, tu es battu par quelqu'un, là, tu fais ton premier combat, il te bat, mais tu le rencontres 6 mois après, 1 an après, et t'es préparé pour, c'est toi. Et c'est pas toujours celui qui a gagné qui va le plus loin. C'est vrai, c'est ce qu'il faut se dire. Après, c'est la boxe, c'est ça, hein. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Moi, je repensais sur le ring souvent aussi à Amine, hein. Lui, je t'en parle souvent. Oui. Il avait, en fait, c'est un sparring partner que tu m'avais emmené 2 fois, là. Et la première fois, tu l'avais pas prévenu, en plus, que j'étais un débutant. Donc il était en mode, je vais me battre contre un mec normal, quoi. Ah oui. Et je voyais les coups qu'il mettait, mais c'est pour ça que je repensais à ça. Il me dit, mais attends, il frappe pas aussi fort que ça, donc je peux tenir. Et lui, Amine, mais j'étais obligé d'arrêter. Je me dis, c'est pas possible, je vais manger un KO dans la gueule, c'est pas possible. Mais il tapait vraiment très très fort. Pourtant, il faisait quoi, 73, 74 kilos? Même pas, il faisait 71 kilos. Waouh, la vache, les patates qu'il mettait, c'était choquant, vraiment choquant. Oui, mais en même temps, lui, c'est sa façon de boxer. Il frappe tout le temps comme ça. Mais ça t'a servi, parce que après, consciemment, tu t'en es pas aperçu sur le ring, parce que c'est normal. Mais le fait d'avoir mis les gants avec lui et d'avoir souffert, t'es habitué à souffrir. Exactement. Le fait d'avoir affronté des gens plus forts, complètement. Comme ça, le jour J sur le ring, je me dis, ok, le mec, il est pas si fort que ça. Alors certes, oui, il est plus technique, il vise beaucoup mieux, etc., tout ce que tu veux, mais en termes pour encaisser, ça allait, tu vois. Je pouvais me dire, là, je peux tenir 3 fois 2 minutes. Oui, mais tu les as tenus. Je les ai tenus, mais... Et dans un combat. Et devant 35 000 personnes. Ouais. Moi, je sais pas, franchement... Moi, quand j'ai fait mon premier combat, j'avais toute ma famille autour. J'étais un gamin, j'avais 17 ans à peine. J'étais stressé, mais pas plus que ça. Mais toi, j'avais beaucoup de stress, surtout que j'avais tout le public avec moi, une bonne partie, parce que avec le drama qu'avait eu Prime. Mais très honnêtement, je pense que même si tu t'avais fait un grand combat, peut-être même si tu avais gagné, les gens, ils étaient fiers de toi. Ouais. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais non, parce que
Et tu sais, quand tu es arrivé au 2e round, et je t'ai dit, avant le 3e, on arrête là. Tu m'as dit non, je continue. Eh ben ça, c'est une preuve de courage. Parce qu'il y en a plein qui auraient dit, bah, j'arrête. Ouais, j'arrête là. Mais là, oui, mais vis-à-vis des gens qui étaient là, tous les Bretons qui étaient là et d'autres, et ils ont vu quand même que t'es. Si j'ai continué, c'est vraiment pour le public et pour ma famille et pour mes proches. Parce que je me suis dit, si j'abandonne là, ce serait un échec total. Alors que si je vais jusqu'au bout, certes, ce sera un échec quand même parce que je n'aurais pas montré grand-chose. Mais bon, au moins, j'aurais tenu. Tu as montré le courage. Et ça, le courage, c'est ce qui est le plus important chez un combattant. Les meilleurs combattants au monde, on peut être le meilleur, s'entraîner 10 fois par jour, on peut travailler pendant des années. Si on n'a pas ce courage, on ne fera jamais carrière. Et l'avantage, il est là. Le courage dans la boxe, dans les sports de combat, courageux et agressif. Mais on peut avoir les deux d'un coup, c'est des fois difficile. Mais déjà, être courageux, de monter sur le ring et de prendre des coups et de ne pas lâcher, c'est même de l'inconscience des fois. Ah ouais? Ah oui, c'est presque de l'inconscience. Mais ça prouve aussi un état d'esprit. T'arrives vite à cerner, toi, les boxeurs qui viennent te voir, qui veulent être coachés par toi, en mode, toi, t'es plus un boxeur, on va dire, agressif, toi, t'es plus un boxeur qui va être technique. Parce que toi, tu m'as dit, dans ta salle, t'as plein de types de boxeurs, et forcément, faut faire des entraînements un peu individuels par rapport à certains. Et ouais, comment ça se passe exactement? C'est pas dans leurs paroles qu'on le voit, c'est dans les actes. Ça veut dire que je les teste, j'ai des tests pour ça. Parce qu'ils vont te dire, ouais, moi t'inquiète, je suis un guerrier, et au final tu le vois et tu dis, c'est pas tant que ça. Les vrais guerriers ne disent jamais qu'ils sont guerriers. On le voit. Par contre, les gens qui disent, moi je suis guerrier, j'ai peur de rien, j'ai pas peur de ci, j'ai pas peur de ça, au bout de un combat, 2 combats, c'est fini, on les voit plus. Après maintenant, comment on dit, le crash talking, là, je sais pas quoi. Enfin, le trash talking. Trash talking, pardon, excusez-moi. Oh, mais j'avais du mal à savoir le crash talking. L'anglais, moi, c'est pas mon truc. Bon. À la Doumbé, quoi, à la Doumbé, par exemple. Voilà. Bah, après, ça n'empêche pas. Mais non, c'est à la mode. Ouais. On demande on boxe un peu moins, mais à certains combattants de le faire. Bon, après, ça met un petit peu... C'est pour le spectacle. Je peux... Mais le boxeur, lui, quand il a un peu d'expérience, il monte sur le ring, il sait que ça va être dur ou pas. On détecte tout de suite quand on a de l'expérience, quand on a le métier. Après, il y a des entraîneurs qui... Après, il faut démarrer. On prend des claques. Nous aussi, en tant qu'entraîneur, on prend des claques aussi au début. On croit que... On croit que ce boxeur-là va être bon, il n'est pas bon. Et après, avec l'expérience, les années, on voit tout de suite. Il m'arrivait une anecdote comme ça... à l'époque, j'entraînais à Maurepas, j'avais une salle à Maurepas. Maurepas, c'est un quartier à Rennes, pour ceux qui connaissent pas. Un quartier à Rennes, c'est un quartier un peu chaud d'ailleurs. Oui. Mais nous, on n'a jamais eu de problème avec la boxe. L'environnement était chaud. Oui. Mais bon, après, on n'a jamais eu de problème. J'ai rien à dire là-dessus. Les jeunes qui venaient de la campagne, qui venaient de partout, ils rentraient, ils savaient qu'ils venaient à la boxe. Personne ne les embêtait. On n'a pas eu ce problème. Et là, j'ai un jour un boxeur, un jeune, un rugbyman, qui rentre, un jeune rugbyman, devait avoir 19 ans. Il avait joué il venait d'Italie. Il était venu à Rennes et il parlait très bien français. Il avait été dans l'équipe d'Italie junior de rugby. Et à l'époque, j'avais un de mes cousins qui me donnait un coup de main à l'entraînement, qui a été boxeur aussi, qui a fait une belle carrière. Donc, il arrive super balèze, costaud, 1m85, 87, 95 kilos, mais un bel athlète. Et là, l'anecdote, il rentre dans la salle, il arrive, je le vois, c'était au printemps, il était en débardeur, un peu costaud. Et je dis à mon cousin Franck, j'y prends pas les coups. Il me dit, je parle avec lui. Ah oui, même tu prends pas les coups? Non, mais je sais pourquoi. Donc je lui dis, il prend pas les coups. Je suis sûr qu'il prend pas les coups. Alors il avait un petit peu de boxe déjà naturel. Donc on l'entraîne un peu pendant 5-6 mois, 4 mois, il s'entraîne, il est bien, il met les gants, je vois, il a une frappe de bœuf. Ouais, un puncher et tout, mais je dis, prends pas les coups. Je sais pas, il y avait quelque chose. Donc, arrive le premier combat, ça n'a pas manqué. Il a pris une seule droite, il s'est retrouvé KO. Mais il me dit, comment t'as vu? Je l'ai vu dans sa démarche, dans sa façon de boxer, et puis il venait du rugby. Et au rugby, il y a souvent des chocs durs. Ils perdent de connaissances, il y en a souvent. Et il faut savoir qu'un boxeur, au bout d'un moment, à prendre un KO, 2 KO, 3 KO, 4 KO, 5 KO, mais des vrais KO, il se fragilise. Les coups, c'est comme quelqu'un qui prend trop de soleil, il a des cancers de la peau. La boxe, les boxeurs qui ont pris trop de mauvais coups, trop de KO, après, c'est... Bon. Ça fragilise physiquement et mentalement. Oui. Et parce puis, même après 5 KO, je pense que mentalement, t'es en mode, putain...
Ah ben, ça dépend, il y a KO et KO. Les pertes de connaissance, comme on voit par exemple, le boxeur est compté, même s'il est allongé, il se relève un peu, il est bien. Ça peut être la fatigue, ça peut être un petit peu trop de coups qu'il a pris dans le combat, mais le KO pur, net, extinction des feux, faut pas en prendre beaucoup. Ouais, celui-là, il est quand même chiant. C'est pour ça qu'il y a des boxeurs qui ont pris quelques combats avant les limites, j'aurais dit d'arrêter, c'est pas la peine. C'est pas la peine, pourquoi ? Parce qu'après, le cerveau en prend un coup, hein. Et ça joue sur la mémoire, ça joue sur plein de choses. La boxe, ça peut être un très bon sport, mais il faut vraiment, faut se mettre des limites au niveau sécurité. Okay. Voilà. Moi, je sais que les gamins qui vont prendre quelques combats avant la limite, soit je les fais arrêter pendant 1 an, 6 mois, je prends pas le risque. J'évite, hein, parce que c'est dangereux. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est là, il aime la boxe, il aime regarder la boxe, il a jamais vraiment essayé, il souhaiterait se lancer. Comment faire ? Est-ce qu'il tente de la boxe loisir ? Comment ça se passe ? Il vient à la boxe loisir. Après, il s'entraîne. Bon, là, il prend boxe loisir, c'est quoi exactement ? Juste pour boxe qu'on loisir, explique. c'est ceux qui font pas de compétition. C'est de la boxe pour se faire plaisir. Ils ont des entraîneurs pour ça. Ils adaptent. Okay. Ils adaptent la boxe loisir. Donc, c'est une boxe un peu moins dure. Les mises de gants sont beaucoup moins dures. On fait à la touche. C'est protégé. Et voilà, c'est pour ça que j'ai aussi des cours particuliers. Je donne à des gens qui viennent là en loisir. Okay. Voilà, je les prends à part quand ils peuvent le faire, quand ils en ont les moyens et quand ils ont le temps. Donc là, j'en ai pas mal. Et ça, par contre, alors, souvent, et je prends beaucoup de plaisir. Alors, c'est contradictoire, mais des fois, je prends plus de plaisir avec des boxeurs loisirs qu'avec des compétiteurs. Bah ça dépend peut-être du tempérament du boxeur. Oui, il y a aussi le fait que ça me change un peu, ça me met sur d'autres voies de boxe, quoi. Ouais. Ça veut dire que là, bon aussi, moi, j'aime ça, j'aime la boxe depuis tout petit, j'aime ça. Et puis même en tant qu'entraîneur, j'adore. J'aime ça, sinon je serais pas là, je suis bénévole en plus, sûr. Moi. Ah, t'es bénévole? Ah oui, comme je donne des cours à côté, bon, ça me permet de... Puis un petit peu, voilà, j'arrive à me démerder, quoi. Mais je dirais que j'ai donné des années et des années à la boxe. Elle ne rend pas toujours ce qu'on lui donne. Mais bon, on aime ça. Okay. Des fois, on a des champions, on a enfin des futurs champions, après ils partent, pas les études, les trucs. On peut pas miser sur personne. Ouais, c'est dur de donner sa confiance, quoi. Un boxeur, on peut dire, il va être bon. Le jour où il arrête sa carrière, il a été champion. Avant, c'est dur. Ouais. Parce que les meilleurs boxeurs, là, j'en ai eu des très, très bons depuis 2 ans. Là, j'en ai un qui s'est mis au MMA, Tour et Lampe, là, qui s'est mis au MMA. J'ai Nika Gabaraev, là, super boxeur, 17 ou 18 combats, 18 victoires. Très, très bon. Mais là, il a arrêté pour ses études. Mais bon, ça, c'est des boxeurs vraiment qui étaient d'avenir, quoi, qui auraient pu devenir des grands champions. Je pense. Des bons champions, disons des grands champions, c'est autre chose. Parce qu'après, il faut les moyens. Mais voilà. Du coup, ce que tu conseilles, c'est vraiment trouver une salle à côté où tu peux t'entraîner en loisir pour vraiment découvrir le sport. Oui, ou alors prendre des cours particuliers. Ou prendre des cours particuliers, évidemment. D'ailleurs, ceux qui sont sur Rennes, évidemment, vous avez Michel Dubois. D'ailleurs, je vous mets le contact dans la description pour ceux qui veulent de la vidéo ou du podcast. Toi, tu donnes des cours particuliers. Oui. Donc, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui t'appelle pour te demander de t'entraîner 1, 2 fois, 3 fois par semaine. Oui, c'est possible. Ça peut être des gens qui sont déjà bien dans la boxe, comme aussi, des gens qui veulent découvrir la boxe. J'en ai eu pas mal. J'ai eu, et puis en plus... Alors, l'avantage que ça peut avoir, moi, pour moi en tant qu'entraîneur, c'est que je vois l'évolution. Ouais. Leur évolution, j'ai eu des gens qui sont venus à la boxe en cours particulier et qui n'étaient même pas capables de faire 10 pompes. Okay. Et ça m'est arrivé avec un cas particulier, un assureur qui était super gentil en plus, un gars qui avait une 30aine d'années. Je l'ai entraîné pendant 8 mois, on a travaillé ensemble, mais après 1 an, je raconte des conneries, 1 an, mais il a travaillé dur, on s'entraînait 2 fois par semaine, et au bout d'1 an, il mettait les gants avec les boxeurs professionnels. Ah ouais, à ce point-là? Oui. Ah oui, mais il y en a qui sont doués, ils ne le savent pas. Ouais, ok. Et puis après, il y a un défoulement quand même, il s'éclate bien. Après, et puis physiquement, la boxe, c'est complet, quoi. C'est complet, c'est très complet, les gars, je peux vous l'assurer. Oui. Et ce qui est fou, et c'est ce que j'ai ressenti dès le début, c'est que c'est vraiment, quand tu as un métier avec pas mal de responsabilités, ça permet vraiment de se défouler. Ben c'est ça. C'est ce que tu cherches au début. Au début, t'en fous de mettre les gants avec quelqu'un. Ce que tu veux, c'est vraiment juste taper dans des pattes d'ours ou taper dans un sac en faisant des combinaisons, mais où tu mets quand même un petit peu de force pour vraiment te vider, quoi. Ben là, j'ai quelqu'un en ce moment, là, déjà, tous les entraînements, il fait une pompe de plus, une victoire. Il arrive, il est content. Ah ouais? Ah ouais, il se transforme, techniquement, il travaille, il est heureux.
Il faut se mettre des buts. Je veux par exemple perdre un peu de poids. Pour la perte de poids, c'est très très bien. Ouais. Ça, je l'ai vu, ouais. Ouais, la perte en de fait, poids, les gars, pour tout vous dire, moi, concernant la perte de poids, au début, moi, j'étais à 84-85 kilos. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit régime alimentaire, je vais manger mieux. Et au final, avec la boxe plus le régime alimentaire, je perdais vraiment trop de poids. Je suis descendu à 77. Du coup, je me suis permis forcément de continuer la boxe et juste de remanger un peu plus pour me stabiliser. Mais quand tu combines boxe plus, en plus de ça, régime alimentaire, mais laissez tomber, ça descend vraiment trop vite. Ah oui, et puis en plus, alors, aussi, ça dépend ce qu'on donne aussi. C'est pareil, si on donne vraiment tout ce qu'on a... c'est l'objectif, de toute façon, quand t'es en cours de boxe, et à la fin, t'en puisses plus. Voilà, et après, on donne le meilleur de soi-même. Ouais. Et là, on arrive à une progression énorme. Et puis, un coach particulier, l'avantage que ça a, c'est qu'on va beaucoup plus vite. Quand on s'entraîne en groupe, bon, après, des fois on écoute, des fois on n'écoute pas. Là, c'est vraiment concentré sur la personne, donc on est obligé d'évoluer. Et puis, ça nous donne de la force. Et puis après aussi, dépend de l'entraîneur. Aussi, ouais. Le coach aussi, ça dépend du coach. Si vraiment il est passionné, ouais, la passion qu'on a, on peut la donner. En donner surtout. Si on ne l'a pas... Toi, c'est ce que tu voulais au début, non? C'était transmettre un peu ton expérience et ton savoir. C'est pour ça que t'as voulu être coach, ou il y a quand même autre chose derrière? La passion de la boxe aussi, il y a la passion de la boxe, il y a aussi comment dirais-je, c'est une continuité. Et puis après, la boxe m'a tellement apporté de choses que je lui dois bien ça. Ça m'a servi dans la vie pour plein de choses. Pour ne pas tomber dans certains trucs, pour être sérieux, quoi. Après, quand on s'entraîne, déjà, quand on goûte à la boxe, on commence à reprendre un peu de poids. Moi, j'ai toujours gardé un poids à peu près correct. Ouais. Toi, t'étais un boxeur comment? T'étais puncher? T'étais J'étais plus un puncher, ouais. C'est quoi les différents types de boxeurs? T'as puncher, technique? Après, tu peux être puncher et technique quand même. Mais... Oui, complètement. Et puis d'ailleurs, les grands champions, c'est les gens qui frappent, qui sont très techniques. Ouais. Mais il y a le frappeur, ça veut dire on frappe des deux mains, on est costaud, là, voilà, ça frappe, ça fait mal. Et il y a le puncher. Lui, le puncher, c'est le plus dangereux. Pourquoi? Parce que ses coups font pas mal, il t'endort, et d'un coup, t'as un coup qui arrive, il coupe l'électricité. Direct, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Ça, c'est le puncher. Ah, le vrai puncher, c'est ça. Et souvent, le puncher est fragile sur les coups. Le vrai puncher, qui a le coup qui arrive sur un coup, il peut mettre n'importe qui KO. On le voit, on en a certains dans la boxe, des grands noms, qui ont été à Thomas Ernst. C'était un boxeur d'une frappe extraordinaire. Il éteignait la lumière avec un seul coup. Ouais. Par contre, il était fragile sur les coups. Ok. C'était sa morphologie, c'est la morphologie qui fait ça. Et il y a le gars costaud, solide, lui, il frappe. Ses coups, c'est des enclumes des deux mains, ça fait très mal. Ok, ça c'est plus pour les poids lourds quand même en soi. Pas obligatoirement. Ah ouais. Maintenant, alors c'est pareil. Avant la boxe, dans les années 80, 70, 80, on n'avait pas de préparateur physique, on n'avait pas tout ça. On était moins à la pointe du physique. Maintenant, on arrive avec le progrès, la science a progressé, et le sport aussi. Parce qu'avant, tout le monde avait la même façon de travailler, pratiquement. Je ne parle pas aux États-Unis, je parle en France. On avait à peu près tous la même façon de travailler le physique. Maintenant, c'est complètement différent. Mais alors, c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce qu'il y a des boxeurs, ils travaillent tellement physiquement qu'ils oublient la technique. Et ça, c'est pas bon non plus, parce que là, on va à la force. Après, la technique, il y a aussi... il faut bien intégrer les deux. Ouais, parce que pour te dire, moi, quand j'allais à la salle de sport, tu me disais, ou même le coach que j'avais à Paris, non, attention, parce que les pecs en boxe, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Le muscle en boxe, alors, il y a des gens qui sont musclés naturels. Naturellement, ils sont musclés, ils sont... Bon, mais par contre, quand on fait de la musculation, développé couché, tous ces trucs-là, alors là, il faut avoir un préparateur physique. Ça, c'est des trucs que j'ai appris aussi, on sait le faire quand même. Nous, on a un petit peu l'habitude. Mais il ne faut pas alourdir le muscle. S'alourdir, pourquoi? Parce que plus on a de muscles, moins on va vite. Si ce n'est pas un muscle naturel. Il y a des gens qui sont musclés naturellement. Et voilà, et la testostérone est plus forte, ils sont beaucoup plus costauds. Et eux, ils peuvent avoir la frappe naturelle, même en étant... et aller vite. Par contre, quand on fabrique le muscle, automatiquement, on s'alourdit. Ok. Donc t'es beaucoup moins explosif, beaucoup moins rapide sur les coups. C'est ça. Et ça te pénalise. J'ai fait ça avec certains boxeurs. On a fait des travaux. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont préparateurs physiques. Alors, il y a des préparateurs physiques pour tous les sports. Mais la boxe, c'est particulier. Il faut vraiment tremper dans le milieu de la boxe, la connaître, pour pouvoir donner des entraînements à suivre.
pour Ouais. vraiment cadrer, parce que si on fait n'importe, c'est tout et n'importe quoi. Après, c'est pareil, on a des bons préparateurs physiques et des préparateurs physiques qui, voilà. Là, on a le cas, par exemple, un boxeur comme Papo de la Baule, qui boxait à Nantes, là, qui a boxé à Nantes il n'y a pas longtemps. C'est un des meilleurs boxeurs français, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. C'est vraiment un boxeur qui tient la route. Et lui, il a un préparateur physique exceptionnel. Ouais, parce que c'est dur d'être coach de boxe et en même temps préparateur physique. Ah oui, oui. Souvent, c'est deux métiers. Voilà, deux métiers différents. un peu distincts, mais par exemple, pour les cours particuliers, on peut l'adapter. Ok. Là, ça va. Ouais, parce que ça, Mais il n'y a pas de normalement, compétition. voilà, si moi demain je sors un champion, j'ai un grand boxeur, du style à Papo ou d'autres, hein, bien sûr, mais Papo, je parle de Papo parce que je le connais bien. Papo, il s'est transformé physiquement, il a tout. Il est complet à l'heure actuelle. C'est un des meilleurs boxeurs français, il est complet. Lui, il a un préparateur physique qui est vraiment au top. Ok. Franchement, il a travaillé, on voit, j'ai vu son dernier combat, c'était vraiment tout, on voit vraiment que là, explosivité, force, vitesse, puissance, tout est là. Ok. Donc là, voilà, là, après, c'est un autre travail. Moi, j'étais quoi, moi? Franchement, non. Après, Non, je rigole, mais c'est pas comme drôle. je te dis, t'as des qualités physiques. Ouais. Parce que sinon, t'aurais pas pu tenir. Ouais. Mais quand je tapais fort ou c'était moyen? T'aurais pu Frappeur. taper fort. Non, mais alors, je vais te dire, franchement. À l'entraînement, évidemment, je vous ai oui, pas mais filmé il faut mes se séances libérer d'entraînement. pour frapper des gens. Preuve que pour frapper, il faut forcer. Non. Il faut. Alors, il y a des gens, par exemple, moi, avec 2 mois de salle, j'ai pu faire un combat. Ouais. Mais il y a des gens, il faut plus longtemps. Moi, tu sais que c'est toi qui m'as débloqué. Hein. Et encore, j'étais toujours un peu bloqué sur la Mais fin. on n'a pas eu assez de temps pour travailler. Mais c'est vrai que j'étais vraiment trop raide. C'est-à-dire que déjà, de base, j'avais peur de donner des coups. Oui. Donc, en plus, en donner, et surtout en donner pour faire mal, c'était vraiment pas dans mon ADN. Donc, c'était très compliqué, j'étais très raide et c'était pas très beau à voir. Et en fait, au fur et à mesure des entraînements que j'ai fait avec toi, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et ce qui fait que ça rendait mieux. Mais oui. putain, ça a mis du temps. Non, mais t'as pas été ridicule. Ça a mis du Tu temps. n'as pas été ridicule, parce que ridicule, c'est... non, tu n'as pas été ridicule. Moi, j'ai trouvé que physiquement, t'étais bien. En plus, t'es sain, t'es pas quelqu'un... T'es pas Ouais, ça arrivé... allait, ouais. T'as pas commencé la boxe avec... t'étais déjà fatigué avant de commencer. Non, mais il y a des potentiels physiques comme ça. Ouais, Et ouais. attention, la boxe, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est... Alors, avant, peut-être, et encore, quelqu'un qui est intelligent sur un ring, il est intelligent dans la vie. Ah ouais? Moi, Parce que c'est un jeu d'échecs, la boxe. Je vais parler de Nika. Pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs que j'ai eu. Ouais. Il est amateur maintenant. Bon, j'espère qu'il va reprendre. Je le souhaite. Mais ce boxeur-là, il a une intelligence. Lui, quand il monte sur le ring, c'est comme un jeu d'échecs. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il sait où se placer. On a fait pas mal de... Tous les combats qu'on a fait ensemble, on les a gagnés. Quand il est arrivé chez moi, il avait 16 ans et demi, 17 ans. Il avait déjà fait un petit combat. Il était chez un ami à moi, Jackie Brosseau, qui lui avait donné, qui a été dans l'équipe de France longtemps, qui était un super boxeur amateur. Et quand il me l'a amené, il lui a dit de venir me voir, je voyais déjà qu'il avait, ce placement, il avait cette intelligence naturelle. Et quand on est intelligent sur un ring, on est intelligent dans la vie en général et vice-versa. Pourquoi? Après, il y a des cas, forcément. Mais avec ses qualités, ce garçon-là, c'est, pour moi, je pense, le meilleur que j'ai jamais eu. Pourquoi? Parce que c'est d'une intelligence, d'une précision, il a tout. Il réfléchit, quand je lui disais quelque chose, il analysait avant de le faire. Et en 10 secondes, c'est analysé. Hein. Ouais, c'est Il beau. me fait faire ça, pourquoi il me le fait faire? Et moi, je lui expliquais toujours pourquoi je lui fais faire ça. Et il le faisait. Les gens intelligents, ils savent ce qui est bon pour eux. Et en général, c'est ça. Et ça, c'était un champion. J'en ai eu d'autres, bien sûr. Mais lui, il fait partie quand même je pense, De le l'élite, meilleur. quoi. Je pense De ce le que t'as meilleur. eu. Je pense le meilleur en plus de 20 ans d'entraînement, ouais, le meilleur. Le meilleur. C'est beau. Et comment toi tu gères les blessures de tes boxeurs? Parce qu'en vrai, en boxe, on va pas se mytho, il y a quand même pas mal de blessures. Souvent, c'est, je pense, épaules. Alors, les épaules, non, Poignet. ça arrive, non. Alors, les blessures, alors, quand on est blessé, quand on a, par exemple, on a mal au poignet, Ouais. bon, moi, j'ai Thomas Payen qui est toujours avec moi, Ouais. qui a été soigneur, qui a passé ses diplômes aussi, qui m'a accompagné beaucoup avec les pros. Il me donne un coup de main des fois avec les amateurs. Lui, il a fait du médical. Il a fait la fac de médecine, donc Ouais. maintenant, il est ostéopathe. Et bah, tu l'as eu dans ton Ouais, coin, je l'ai eu. Bon, il est très fort pour les blessures. Moi, je le laisse faire. Après, et j'observe quand même, parce que le jour où il n'est pas là... Ouais, c'est Fabio, compliqué. Ouais. Mais bon, il a déjà ce... Et puis, les blessures des boxeurs, quand ils démarrent, c'est souvent ils saignent du nez. Ouais.
C'est vrai que quand on démarre, c'est souvent ça. Moi, j'ai saigné c'est du nez normal, assez ton vite. nez Ouais. n'a rien, la preuve. Et en fait, le nez se durcit Oui. au fur et à mesure Oui. de... Bah, c'est pas qu'il se durcit, ça veut dire que... Parce que toi, ton nez, il fait la gueule quand même. Enfin, Ouais, je te mais le moi, dis. Ouais. j'ai été opéré et tout. Moi, Là, il est bien. non, Mais pas bien. tu m'avais montré, ouais. Oui, oui, bon, j'ai Parce été qu'en fait, là, opéré t'as fait une après. rhinoplastie. Oui, oui, il a été opéré, oui. J'ai Et été donc là, opéré. t'as plus de... Bah, j'ai pas beaucoup, ça va, quoi. Mais bon, Et oui, après, on voit un peu la cicatrice. Oui, oui, mais bah, la cicatrice, ça vient pas de l'opération, peu importe. Ah. Mais bon, j'ai été opéré. Ouais. Et après, il m'est arrivé un petit problème. Bon, j'ai pris un coup sur le nez, ça arrive. Ah, comment tu l'as pris, ce que sur le nez? Je peux pas dire. Je peux pas dire. Ça, c'est hors box. Enfin, je travaillais dans les boîtes de nuit, donc c'était mon métier. Voilà, donc ça peut être là-haut, ça peut être ailleurs. C'était mon métier de cogner les gens. Non, pas du tout. Non, mais voilà. D'éviter les problèmes. D'éviter Mais les des fois, problèmes. en évitant les problèmes, on peut prendre des coups. Hein. Exactement. Après, c'est le métier qui veut ça. Oui. Moi, j'ai travaillé quand même pas mal d'années, donc c'est rien. Après, ça arrive. Mais mon nez était droit, Ouais. tout droit. J'ai été opéré, mais parce qu'il était un peu abîmé, quoi, avec la boxe, forcément. Mais j'étais pas à l'aise. Ah ouais. Non. Ma tête, elle était habituée à avoir ce nez un peu tordu, un peu écrasé, donc j'étais pas à l'aise. Et puis à un moment, quand j'ai pris le coup dessus, bah, je me sentais mieux. Ah ouais. Bah oui, parce que j'avais l'habitude de voir ma tête, quand je travaillais à la porte des boîtes, avoir une bonne tête, ça impressionne, donc ça sert aussi, ça évite des fois des problèmes, parce qu'on... Ouais, parce que le mec va se dire, putain, il a une tête un peu défigurée, on va dire. Si je le tape, il va forcément fracasser derrière. Quoi. Voilà, ça peut aider, Ouais. pas toujours, parce que bon... Comme les oreilles en chou-fleur, combattant des MMA, Mais tu c'est te un dis, peu- putain, les oreilles en chou-fleur, j'y vais À pas, quoi. l'époque, on n'avait pas à part les judokas, j'ai Ouais. beaucoup de judokas à travailler avec moi, mais souvent d'avoir quelques balaves, ça aide. Ouais. Mais à la limite, c'est pas celui qui a la balave qui est dangereux, c'est celui qui lui a fait la balave. C'est vrai. Mais bon, Faut mieux voir comme ça, ouais. oui. Pour les blessures de la boxe, après, il y a les arcades. Ouais, les arcades Ouais, régulièrement. pète souvent, ouais. Enfin, souvent. Après, là, on doit fermer la plaie. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'étais en sparring, tu me mettais de la vaseline. Oui. Tu m'en mettais sur le casque, ouais. sur les gants et Ouais. sur Ouais, parce que l'arcade ça et le nez. assouplit, l'arcade, elle se ramollit un petit peu, ça lui permet ça glisse, quoi. Ouais. Le gant glisse dessus. Pour toi, c'était une bonne expérience. Ouais, c'était une Ça très t'a bonne permis de te expérience. dépasser. Mais l'adrénaline que tu as eu là, à mon avis, tu l'auras plus jamais. Enfin, Non, moi, je pense pas, parce que Non. là, je pense que c'est le summum avec. J'ai eu avant le GP Explorer, une course de voiture qu'on oui, a fait. oui. J'ai eu Danse avec les stars, j'avais dansé alors que je suis nul en danse devant pas mal de gens aussi. J'avais eu quelques trucs où je stressais de fou, mais là, le combat de boxe, c'était, je pense, C'est ultime. énorme. mais La c'est journée, les gars, la journée, parce que le combat était à 19h. Toute la journée, à partir du moment où je me réveille, le temps était tellement long. pas- Ah là là là. Le temps était tellement long, j'avais juste hâte, c'était de me battre pour que ce soit Ah bah terminé. oui, et puis quoi. après, moi je suis sûr que dans le vestiaire, mais tu te disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je serais Ouais, pas mieux qu'est-ce que je dans fous mon là petit bureau, Ouais, tranquille. là, Je pourrais être là à jouer à Dofus. Ah là, bah putain. voilà, c'est ça. Mais oui, mais justement, mais moi, quand j'avais 20 ans, j'étais dans le vestiaire, mais je me disais, qu'est-ce que je fous là? Je serais pas mis en boîte de nuit. Et puis en plus, moi, quand je boxais, des fois, j'allais travailler après. Oh la vache. Quand j'étais pas trop loin de chez moi, après, j'allais encore au boulot. Des fois, j'arrivais au boulot avec une arcade ouverte, avec le nez, un bleu à l'œil. Donc, j'étais obligé de me mettre du fond de teint pour aller travailler à la porte de la boîte. Heureusement, t'étais pas commercial, quoi. À la porte d'une boîte de nuit. On est commercial un peu. Hein. Ouais, t'es commercial, Ah mais oui, je pense mais il que. faut l'être, hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut l'être. quand Ah, il même. faut l'être un peu, hein, parce que c'est pas de... Justement, on évite beaucoup plus de problèmes en discutant avec les gens, en étant cool. Faut comment dirais-je une main de velours dans un gant de fer. Ok. C'est ça. C'est la bonne expression. Voilà, pour dire, on peut faire, mais on ne fait pas. T'as une anecdote boîte de nuit? Parce que c'est vrai que tu m'en as raconté plein, mais Oh, j'en ai plein. là, je pense que si on les raconte toutes, on pourra refaire une vidéo, Pire. Tu reviendras. Oui, je pense, où on en racontera plein. Parce qu'en vrai, les gars, mais là, on a des bons en ce moment. Hein. avec Michel, c'était beaucoup de communication, que ce soit à l'entraînement ou dans l'entraînement, on parlait énormément. Et c'est vrai que toi, t'aimes beaucoup, et moi, je m'intéressais beaucoup à ta vie. Et c'est vrai que les métiers de boîte de nuit, en fait, c'était ça, la journée, t'étais boxeur. Et des fois, tu me disais, tu dormais même pas. C'est-à-dire que tu prenais le train direction Paris ou redirection Rennes, et hop, t'allais en boîte de nuit, quoi, directement. Oui. Mais après, c'est c'est des expériences quand même qui sont Enrichissante, ouais, c'est oui, sûr. enrichissantes. Pourquoi? Parce qu'on faut vivre toutes ces expériences-là dans une vie pour pouvoir. Après, on a l'expérience quand on vieillit, on se rappelle de tout ça
pourrais faire presque un livre, hein, honnêtement, avec tout ce que j'ai vécu, Ah ouais. en bien ou en mal. Hein. Attention, c'est pas que de la Oui, rigolade c'est non vrai. plus, mais bon, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Exactement, C'est ce qu'on c'est ce dit, qu'il hein. faut se dire. Ouais. Mais bon, on n'était pas là, c'était pas non plus la jungle, mais bon, ça n'était pas loin quand même, des fois. Des fois, ça n'était pas loin. T'as une anecdote où vraiment ça s'était, on va dire, mal passé et au final, ça allait, quoi. Tu t'es dit, bon, j'ai réussi à faire mon job. Bon, Ouais. certes, je l'ai un peu cabossé, mais Bah, au moins, tout le à monde est la en limite, sécurité. J'ai évité de frapper. Mais je gardais la forme, il fallait être en forme. Moi, quand j'étais en boîte de nuit, jamais personne m'a vu une cigarette et un verre d'alcool, c'est pas Ouais. possible. J'étais sérieux, parce qu'il fallait montrer l'exemple. J'allais quand même pas me torcher la gueule au travail non. et puis fumer devant les clients et puis dire, voilà, ça va pas. Non, mais là-dessus, des anecdotes, j'en ai plein. Mais ça m'est même arrivé d'être menacé avec des fusils. Ah ouais oui, ça m'est arrivé. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent avec des fusils Ah oui, ça en peut mode arriver. représailles parce que Oui, tu leur voilà. avais déjà dit de dégager avant. Voilà, c'est Parce ça. que c'est souvent ça le problème des boîtes de nuit, c'est qu'en Ouais. fait, ça se passe mal. Les gens, ils disent, vas-y, je vais revenir. Ils reviennent, ils sont 10 et carrément, des fois, ils ont des couteaux, des fusils. Et là, Ah tu te oui, dis, oui, putain, oui. merde, comment je Ah fais oui, quoi. oui, là, il faut négocier. Hein. Et là, t'as réussi Et à puis, bien on peut négocier. pas- oui, je suis toujours démerdé. J'ai toujours réussi à me démerder. Bon, on a eu des coups durs. On n'a pas eu de mort, on n'a pas eu quand même de blessés graves dans mon équipe parce qu'on se serrait les coudes et puis on discutait. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent été responsable des équipes dans les boîtes où je travaillais. J'ai essayé vraiment de prendre des gars qui tenaient la route. Je parle pas au niveau physique, bon, il en faut quand même. Faut toujours, dans l'équipe, il y avait toujours, allez, si on était 5, il y en avait 4 qui étaient vraiment impressionnants. Moi, j'étais souvent dans les plus petits. Ok. Ah oui, Alors- t'étais dans les plus petits. Alors Ah tu oui, faisais. oui, Bon, ouais, Michel, j'essayais pour ceux toujours. qui regardent, enfin, qui écoutent un podcast, c'est 1m90 pour aller Oh, 90, 100 kilos. 100 kilos là. Oui. Ouais. Donc t'es quand même une belle masse. Donc si tu fais partie des plus petits, Oui, je faisais j'imagine partie pas des les plus autres. petits, mais parce que je triais. Mais j'essaie toujours d'avoir dans le lot quelqu'un de plus qui discutait, quoi. Essayer d'éviter vraiment les problèmes, parce qu'il faut quand même, pour répondre à la force, il faut être fort, parce que faut impressionner quand même. Et c'est pour ça, des fois, c'est vrai que c'est pas le gabarit qui fait Oui. aussi mais ça aide. Ouais. Ça aide, pourquoi? Parce que si un gars fait 1m65, par exemple, 65 kilos, il est à la porte d'une boîte de nuit, on va se dire, quand on arrive à Jean, on se dit, celui-là, oui, petit machin, ça se trouve, il est costaud, il faut faire attention. Mais quand on a 2 grammes, s'il fait pas 1m95 ou 1m90 ou 2 mètres, on dit, ouf, le petit, là, tu me le casses. Et des fois, c'est le plus dangereux. Mais bon, souvent, c'est comme ça. L'habit ne fait pas le moine. Non, ne voilà, pas se fier aux apparences. Ah bah, les apparences sont trompeuses. Tu t'es déjà fait avoir une fois comme ça? Ou tu t'es dit, putain, lui. Non. Non. Non, moi, j'ai peur de personne, mais je me méfie de tout le monde. Enfin, à mon âge, maintenant. C'est toujours mieux de se méfier de tout le monde ah oui. que d'être. Ah bah, il faut toujours faire attention, on ne sait jamais à qui on a affaire. Ouais, et puis exactement. de toute façon, après, mais dans une boîte de nuit, moi j'ai travaillé souvent dans les mêmes boîtes de nuit, pour être respecté, il faut surtout pas se faire dérouiller. Ah oui. Parce qu'après. Sinon, après, la réputation. Mais bon, alors les problèmes n'étaient pas les mêmes que maintenant. Ça n'a rien à voir. Nous, les problèmes qu'on avait, ça se réglait vite. Il y avait quelques coups de poing de données, ça arrivait, quelques gifles, mais bon, ça allait. Ça allait quand même. Que maintenant, c'est chaud, les boîtes de nuit. Ouais, c'est chaud, ouais. Je me verrais plus, franchement, ce sera à refaire. Maintenant, je sais pas si je En travaillerai. fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens disent comme toi, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment main nue et au pied, Oui. on se bat. Maintenant, ça sort les fusils, ça sort les couteaux, ça sort oui, les. mais ça a toujours les poings existé. Mais américains. le problème qu'on a à l'heure actuelle, je pense, c'est que. Enfin, le problème, c'est bien et c'est mal. C'est qu'à mon époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc on en parlait moins. Oui. Même sur les journaux, des fois, il y avait une bagarre, ils n'en parlaient pas. Que maintenant, bon, bah, tout est mis en avant. Tout est mis en avant, il y a eu ci, il y a eu ça. Il y a toujours eu des problèmes dans les boîtes de nuit. Maintenant, en plus, on a un avantage. Maintenant, bon, un avantage, et des fois, c'est pas un avantage, mais on en a un quand même, c'est que il faut avoir un diplôme maintenant pour être à la porte d'une boîte de nuit et ne pas avoir eu de problème avec la justice. Donc, des fois, à l'époque, on prenait des vieux de la vieille. Ah oui. Mais cela était respecté. Que maintenant, bon, à la porte des boîtes de nuit, des fois, il y a des gars, pas toutes les boîtes, attention, il ne faut pas généraliser, mais à la porte des boîtes de nuit, on a souvent des gars sans aucun. Mais c'est des gars de magasin, quoi. Ils travaillent dans un Cora, machin, ou peu importe, un Lidl. Bon, c'est pas leur métier. Après, c'est un vrai métier. Quand on le fait bien, bien sûr, c'est un vrai métier. Donc, il faut des gars qui tiennent vraiment la route et qui soient pédagogues. En même temps aussi, c'est un peu comme la boxe. Il faut des gens pédagogues qui soient capables de mesurer la force. Ce qu'ils vont donner, s'ils ont un gars costaud en face, pas costaud,
s'ils n'ont pas le choix d'aller au clash, de toute façon, on doit répondre aux coups portés par exemple, quelqu'un vous met une gifle, vous avez le droit de lui remettre une gifle. Oui, t'as le droit, voilà, légalement. Bon, une gifle de 100 kilos, une gifle de 60, c'est ça le pas la problème. même. Bon, donc, c'est dur à jauger. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est un peu tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Mais bon, après, si le patron de discothèque, il sait gérer bien ses gars, ou le chef de sécurité, il sait gérer ses gars, après, ça lui trie, et puis c'est pas des métiers qui payent. Donc, c'est dur de trouver des bons éléments, parce que ça paye pas. Ouais, ça paye pas, et ça peut la être boxe, un peu dangereux, quoi. La boxe, c'est un sport qui ne paye pas non plus. Il y a des boxeurs professionnels à l'heure d'aujourd'hui, parce que je reviens là-dessus, on était sur la boxe. Il y a des boxeurs professionnels, bon, il y en a qui vont gagner, à un combat, ils vont gagner 2 000 €, d'autres vont gagner 20 000. Et des fois, il n'y a pas grand-chose d'écart dans leur niveau. Après, toi, t'as mis du temps avant de toucher vraiment de l'argent avec la boxe. J'en ai jamais gagné beaucoup. Moi. Après, je faisais pas ça pour l'argent, et puis j'étais pas à haut niveau. Parce que j'avais pas le temps, je pouvais pas. J'aurais pu, j'avais les capacités peut-être pour faire quelque chose, mais j'étais plus, moi, voilà, ça me faisait plaisir, je prenais ça, voilà. J'ai fait beaucoup de boxe, mais j'ai toujours été dans ce milieu-là, mais être champion, c'est beaucoup de contraintes. Après, on perd sa vie à vouloir la gagner là-dedans. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de sacrifices à faire. Après, si on est bien entouré, qu'on a une ville qui nous suit, par exemple, je sais pas, comme il y a eu Jordi Vest qui a été champion d'Europe, qui est un très bon boxeur, qui était à Laval, qui est à Laval toujours d'ailleurs, et lui, bon, il a une ville qui l'a soutenu, donc il a pu être champion d'Europe, voilà. Et c'est un jeune, un bon boxeur, il a réussi comme ça, parce qu'il a une ville qui l'a suivi. Après, même avec les mêmes qualités, ou d'autres avec les mêmes qualités, n'auraient pas réussi dans certaines villes. Pourquoi ? Parce que faut les organisations, faut les gens qui mettent de l'argent sur la table, les sponsors, tout ça. Donc, ça joue beaucoup. Il fait partie de la communauté des gens du voyage aussi, lui. Ah ouais ? Jordi Weiss, oui. Ouais, je discutais avec un patron de salle de boxe aussi dans le sud, et il me disait, ouais, la boxe, c'est super dur de pouvoir en vivre. Oui. Et en plus, le souci, c'est que tu prends des coups, quoi. Donc, tu te dis, putain, je vais me faire un match en professionnel, on va faire je ne sais combien de rounds, on va se mettre sur la gueule pour 500, 1000, 2000, 3000 €. Des fois, il faut savoir jauger. Voilà, et puis après, il y a aussi le boulot à côté. Il y a le boulot à côté aussi. Il y a le boulot, voilà. Moi, comme je disais tout à l'heure, Nika, ce boxeur, et lui, il est trader. Trader, ouais. Ouais, et là, il a arrêté la boxe pendant 1 an pour pouvoir s'occuper de ça, voilà. Je le comprends, hein. Ben moi, ça me fait mal au cœur, parce que c'était quand même, voilà. Mais c'est comme ça. Après, t'es obligé de respecter. Voilà, peut-être qu'il reviendra jamais, mais bon, en attendant, voilà. L'argent, forcément, au bout d'un moment, il a raison. Obligé. Ouais. Vaut mieux, il va pas sacrifier pour la boxe tout ce qu'il a non plus, tout ce qu'il peut avoir, disons, pour la boxe. Hein. Tu m'as toujours dit du bien des femmes en boxe. Ah oui. Tu me disais, elles sont très très hargneuses. Ah oui, en plus général, que les oui. mecs. Elles ont des fois plus la dalle aussi. C'est différent parce qu'elles viennent à la boxe. Des fois, je me pose la question sur certaines qui viennent à la boxe, ils aiment ce sport. Comme nous, les hommes, on aime la boxe. Bon, certains, les femmes, c'est hargneux et c'est sérieux. Par contre, ça s'entraîne beaucoup plus. C'est beaucoup plus sérieux que les hommes. Okay. Dans l'entraînement. Dans l'entraînement, ouais. Ah oui. Et ça, si elles viennent à la boxe, elles savent ce qu'elles veulent vraiment. Ah oui. Elles veulent réussir et voilà. Après, il y a beaucoup dans la boxe, il faut savoir que chez les filles, il y a beaucoup de tronches. Il y a beaucoup de filles qui ont fait beaucoup d'études. Ok. On en a une chez nous, Sarah. Elle fait beaucoup d'études. Là, elle est dans la nutrition. Elle travaille pour les gros. Enfin bref, elle a travaillé pour Chaillot et tout là-dedans. Donc, c'est une tronche. On a d'autres filles qui sont bien, mais elles savent pourquoi elles viennent à la boxe. Alors après, ça a peut-être un peu l'aventure, mais bon, elles sont... Alors sur certains points, elles sont plus difficiles à gérer que les garçons, mais dans le sérieux, elles sont beaucoup plus sérieuses par contre. Une fille, c'est rare que je verrai une fille qui va fumer des cigarettes et boxer. C'est très rare. Alors que les mecs, ça peut arriver. Les mecs, ça arrive, oui. Puis même l'alcool, les filles, elles sont moins portées là-dessus dans le sport. Ok, en général. Les garçons, ils vont pas tous boire non plus. Je fais pas de généralité, mais bon, dans certains cas, elles sont pour moi, elles sont plus sérieuses. Après, c'est difficile au niveau du caractère. Bon, voilà, il faut maîtriser la chose, il faut être habitué. Quand, par exemple, Sarah, c'est une des premières filles que j'ai entraînées. Une des premières, parce que j'en ai eu une autre avant, mais qui était bien aussi. Mais bon, c'est difficile au niveau caractère, parce qu'il faut avoir la sensibilité aussi pour les femmes. Bah oui, c'est vrai. On n'a pas tourné un peu bourse. Après, comme t'es un homme à femme, ça va. Je rigole. Peut-être j'étais, j'en suis lui.
Désolé de vous interrompre, juste 2 petites secondes pour vous dire que pour la suite de ce podcast, les amis, les micros principaux ont arrêté d'enregistrer. Donc ce seront les micros secondaires. Donc soyez juste un petit peu tolérants, la qualité est un petit peu moins bien. Mais vous allez voir, il y a du croustillant. Et je vous laisse avec la suite. Je vous aime très fort. N'oubliez pas de penser au petit pouce bleu, évidemment. Bonne écoute. Non, mais c'est vrai que les femmes, même Flavie, tu vois, j'étais content pour elle parce que elle s'est donnée à fond et elle a son caractère, elle. Flavie, c'est Dooms. Et quand j'ai vu son combat, je me suis dit putain, vraiment, vraiment bien, tu vois. Alors certes, elle a perdu, mais elle aurait pu gagner. elle aurait pu gagner, tu Ah vois. oui, elle pouvait gagner parce qu'elle lui a fait mal à Elle lui a fait mal, en ouais. face. Bon, c'est pareil, on n'a pas travaillé longtemps ensemble, mais le peu qu'on a travaillé, mais par contre, j'ai réussi à la remonter avant le combat. Ouais, ah, t'as bien eu raison. Ouais, tu l'as vite cerné Oui. parce qu'elle a son caractère. Oui, mais elle est, au fond d'elle, elle est gentille. Ouais. Elle est sympa. Mais elle montre une image, et c'est ce qui l'endurcit. C'est comme un rôle. On se met un rôle, mais au fond d'elle, je sais qu'elle est gentille. Mais c'est une guerrière. Et ça, j'aime bien. Toi, comment tu gères les conflits entre les boxeurs quand il y en a? On en a parlé vite fait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un sport de combat. Des fois, il y a beaucoup d'ego. Je sais pas, t'es un sparring, il y en a un qui prend le dessus, l'autre il se sent vexé, ou je sais pas, ça part en clash. Alors là, c'est pour ça, justement, comme je dis, il y a des entraîneurs qui sont un petit peu gentils avec les boxeurs. Moi, c'est pas mon cas. Ok. Que ce soit, il peut être champion de ce qu'il veut. Si je peux, bien sûr, parce que je suis pas tout seul à décider. Mais s'il fait des conneries, il dégage. Faut terminer. Non, pourquoi? Parce que si on laisse l'anarchie, automatiquement, après, ça vient n'importe quoi. J'aime bien l'osmose. J'aime bien que tous les boxeurs soient de l'équipe ensemble pour travailler ensemble, pour s'entraider. Bon, des fois, c'est vrai que ça cartonne, mais ça va pas plus loin parce qu'ils ont du respect pour moi. Donc, comme ils ont du respect pour moi, ils se calment vite. Et ils savent que je suis intransigeant. S'il y en a un qui déconne, voilà, moi, c'est la porte. Hein. Je m'embête pas parce que je veux pas que le groupe soit cassé par une personne. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Que ce soit fille ou garçon, c'est pareil. Hein. Alors, là, au Cercle Paul Vert, on est bien, on a une bonne équipe, on a un bureau qui est formidable, une présidente qui est au top. Vraiment, elle s'occupe des jeunes. J'ai un grand respect pour elle parce qu'avec son boulot à côté, elle donne tout. D'ailleurs, Cercle Paul Vert, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est le club de boxe de Rennes qui se situe à Italie. Oui, Italie, le CPB, il y a le CPB basket. Il y en a plusieurs. C'est une des plus grandes de France. C'est une des plus grandes associations de France. Il n'y a pas que la boxe, quoi. Il y a 11 000 licenciés. 11 000 licenciés en tout. Oui, c'est un gros truc. Cercle Paul Vert, c'est connu à Rennes. Hein. Puis, de toute façon, en France, on n'a pas cet aspect, malheureusement, des fois. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas à 100% sport. Ça veut dire qu'on n'est pas assez professionnel. C'est quoi que tu entends par là? Dans beaucoup de sports, à part le foot, je ne parle pas du foot, ça c'est à part. Maintenant, le rugby, ça monte, mais on manque de moyens. Donc, on a beaucoup de bénévoles, mais les bénévoles, ils ne peuvent pas toujours aller partout. Mais on n'est pas assez professionnel. Par exemple, pour avoir des bons résultats, pour un coach, il faut manger boxe, dormir boxe, penser boxe. Donc, il faut pouvoir être payé pour ça, quoi. Voilà, quand on en vit, on peut se donner à 100%, on s'occupe des stages, on s'occupe de ci, de ça. Il y en a quelques-uns qui sont payés, mais souvent, en France, quand ils sont payés dans une association, ils ont besoin... Alors après, il faut qu'ils vont faire des trucs, des démarches, des trucs, ils vont entraîner les gamins dans les cités, des trucs comme ça. Mais les entraîneurs qui sont à 100%, ils ouvrent la salle le matin et la referment le soir. Maintenant, ça commence à se faire. Hein. Il y a des salles qui doivent se monter. D'ailleurs, j'aurais bien voulu tomber dans un système comme ça, mais bon, c'est comme ça. Mais il y a des salles qui vont commencer à se monter petit à petit en France. Et je pense que dans les 10 ans, on aura des vrais professionnels. Maintenant, comme ils réduisent les budgets, c'est pour ça que ça va se mettre en place. Ils réduisent le budget du sport, donc ça va être des salles privées où il y aura des gens payés pour entraîner qui ne font que ça aussi. Okay. Mais c'est à double tranchant. C'est pareil, quand ça devient un travail, on apprécie des fois moins. Voilà, aussi. Peut-être la passion, ça peut se transformer. Ouais, ça peut se transformer en corvée aussi. En corvée aussi. Donc après, si on n'a pas envie d'aller, on n'y va pas. Moi, j'y vais tout le temps. Je suis pratiquement tout le temps là. Pourquoi? Parce que les gamins, je sais qu'ils ont besoin de moi. Bon, j'ai un adjoint qui est bien. J'ai un second là qui est bien, Joigny, qui est un salarié du CPB, mais lui, il fait que 3 entraînements par semaine. Il est comme moi, il est là avec moi, il me donne un coup de main et il est bien, il n'y a pas de problème. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, ouais, un bon coach, c'est vraiment celui qui sait être gentil, mais à la fois qui sait placer les mots quand il faut, quoi. Faut se faire respecter. Quand on a 100 jeunes là, qui sont là, entre filles et garçons, si on ne se fait pas respecter, on n'est pas dur, on est mangé. Hein. Mais j'étais surpris que tu me dises de te tutoyer dès le début. Oui, parce que après il y en a qui me vous voient, mais bon. Moi je te tutoie, mais c'est vrai ça fait que. Vieux, après. Ouais. Ça fait vieux. Ça fait vieux. Ça te rajeunit le fait que les jeunes te tutoient? Non,
pour ton ego. Non, c'est pas une question d'ego, c'est une question de simplicité, quoi. Après, vous, ça fait deuxième personne. Puis on est proche, hein, parce que ta sueur, je la prends dans la tête. Hein, Putain, donc, c'est vrai, ça. ouais, bon, donc ça Ouais, va. c'est vrai, ça. Si t'es malade, moi aussi, quoi. C'est presque un sourd, là. Là, t'entraînes combien de boxeurs? Oh, j'en ai toujours une trentaine à m'occuper tous les Une soirs. trentaine, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Sachant que c'est toi qui les gères à l'entraînement, mais c'est toi aussi qui les gères pour... ça, c'est le rôle du coach, quand il faut combattre. Ah oui. C'est-à-dire que tu arrives à remarquer, bon là, je sais pas, Jonathan, je sens que tu es prêt pour ton premier combat. Est-ce que ça te tente? Là, je peux te passer sur un gars là comme ça. C'est comme ça que ça marche? C'est comme ça que ça marche. Et là encore, je suis content. Depuis 1 an et demi, là, j'ai un second. Donc, moi, que je peux pas y aller, il va. Et j'ai confiance en lui. C'est un ancien boxeur professionnel. Il est super bien. J'ai confiance. Joigny Bola, il s'appelle. J'ai confiance en lui. C'est quelqu'un qui est avec moi. On marche. Et on a un peu la même vue de la boxe. Il a encore besoin d'apprendre, de l'expérience, comme moi j'ai fait à son âge. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de travailler. Mais je pense que le jour où j'arrête, je suis tranquille avec lui. J'espère qu'il sera toujours là. Tu discutes beaucoup avec les boxeurs? Oui, ouais. Beaucoup. C'est important. On discute, bah oui, c'est très important. C'est pour la confiance aussi. Il y a la confiance et puis aussi ce qu'on peut leur apprendre dans la vie. Quand je sais qu'il y en a qui ont déconné, je le sais tout de suite. Quand ils viennent me voir, je sais, ils ont fait des conneries la semaine, je peux leur parler. Je ne suis pas leurs parents, bien sûr, mais le peu qui sont avec moi, des fois, il y en a que j'ai emmené à haut niveau, ils ne m'appellent plus, plus rien. Bon, après, on n'a plus de contact. Ouais. Mais je sais que quand ils me voient, ils me respectent. Okay. Il y en a même qui m'en veulent des fois parce que je les ai fait arrêter la boxe. Mais des fois, il était temps. Bon, ah oui, il y a des fois, tu leur dis, il faut arrêter la boxe. Ah oui, bah, j'ai eu le cas. J'ai eu deux boxeurs professionnels qui étaient avec moi dès le début. J'en ai un là, qui est entraîneur à Dinan maintenant. Lui, il a commencé la boxe avec moi à 28 ans. Ouais. À 30 ans, il est passé professionnel. Et il a fait une vingtaine de combats professionnels avec moi. Quand tu l'as fait arrêter, lui, c'est parce que tu sentais que il a pas assez l'âge, quoi. Oui, il a passé l'âge. Et puis surtout, ça sert à rien de prendre des coups utiles. Donc il a réussi ce qu'il avait à faire dans la boxe. Ça lui a permis de connaître des gens, voilà, en plus, voilà, il a eu des problèmes avant, donc ça l'a sorti un peu de son... La galère. Voilà, de la galère. La galère, peut-être pas la galère financière, la galère des conneries. Ouais. Mais bon, après, il a monté son club, il a une salle de sport, il s'est bien émerdé. Je suis content pour lui. Ça, c'est une réussite. C'est ça, la réussite. C'est pas toujours... En boxe, c'est pas toujours d'être champion. C'est la réussite dans la vie qui est importante. Il y a beaucoup de gens qui se seraient retrouvés derrière les barreaux ou ailleurs s'ils n'avaient pas fait de boxe. Ça, j'en suis convaincu. Non, mais la boxe, ça, je peux le dire, ça donne confiance en soi, en fait. Ah, complètement. Après les compétiteurs, c'est pour ça qu'il faut un suivi, que ce soit les compétiteurs ou même sur les loisirs, il faut un suivi. Moi, quelqu'un qui vient me voir et me dit « Je voudrais faire de la boxe pour pouvoir me bagarrer dans la rue, faire des... » Là, je lui dis non. Il y en a qui viennent te voir comme ça? Je veux faire de la boxe parce que j'ai envie de savoir me battre dans la rue? Oui, ou de se défendre. Ah, par contre, si c'est pour se défendre, là, peut-être. C'est complètement différent. Quelqu'un qui vient... Voilà. J'ai eu des cas, hein. J'ai eu des cas, j'en ai un qui est passé à la télé là, parce qu'il faisait des bagarres de rue. Après, mon contact avec lui, il est passé comme ça sur une chaîne, mais okay. Ça a tombé au hasard. Et d'autres qu'on l'a remis dans le droit chemin, il y a plein de clubs qui font ça. Je ne suis pas tout seul, mais quand on aime ça, les jeunes qu'on peut aider, on les aide. Après, ça leur donne un chemin. T'es un peu le deuxième papa, hein, pour certains. J'irais le grand frère, surtout. Le grand frère, ouais, très grand frère, ouais. Ouais, un grand frère, mais c'est un peu ça, un vieux frère. On leur donne des conseils, ils les écoutent ou ils les écoutent pas, mais s'ils prennent seulement 10% de ce qu'on leur dit, si on leur donne des bons conseils, ils en suivent 10%, c'est important. Alors, c'est vrai qu'on va pas prendre la place des parents, nous, c'est pas... Mais la boxe aussi, c'est éducatif. J'éduque à éduquer, c'est un bien gros mot, mais disons qu'on les mis sur le chemin, on essaie de les mettre sur un bon chemin. Mais c'est vrai que du coup, par rapport à d'autres sports, on se rend compte que la coach de boxe, c'est pas juste tu coaches quelqu'un, c'est vraiment, c'est limite de la psychologie, c'est de la communication, il y a tout qu'en fait. Tu mélanges limite plein de taf, quoi. Mais moi, je les appelle, des fois je leur trouve du boulot, ça m'arrive souvent de leur trouver du boulot. Bon, ils n'ont pas de travail, donc pour qu'ils restent avec moi, je leur trouve du boulot. Je le fais aussi c'est pas dans mon intérêt. Mais après, ils arrêtent, hein. Ouais. Ils ont trouvé du boulot, ils arrêtent, mais je m'en fous. Mais au début, je le fais aussi pour dire, quand j'ai des bons éléments, même quand c'est des mauvais, je peux les aider, je les aide. Après, voilà.
On peut le faire. De toute façon, ça me coûte rien de le faire. Enfin, ça me coûte des fois parce que après le patron vient me voir à moi, il me dit ton gars il est pas terrible. Donc il faut le remonter. Alors j'ai ça à m'occuper. Ah merde, après, oui, tu te rajoutes des problèmes. Mais bon, Tu gères, quoi. oui, j'essaie de Avec gérer. l'expérience. J'essaie de gérer. Dernière question, Michel, est-ce que c'était mieux avant? Oh, non. Non? Pas vraiment. Alors, c'était mieux avant pour certaines choses. Et c'est mieux maintenant pour d'autres. Donc, c'est équilibré. C'est équilibré, ouais. Si tu mets la balance, t'es à peu près à l'équilibre, quoi. Alors, oui, et la seule chose, par contre, qui nous manque en France dans la boxe, et là, je sais, après, parce que beaucoup disent c'est parce qu'ils veulent pas se rencontrer. Non, c'est parce qu'on n'a pas d'argent dans la boxe en France. Les bons ne veulent pas se rencontrer en France. Pourquoi? Parce que dans la mentalité française, dans la boxe, je parle, hein, Ouais. Quand tu perds, t'es plus rien. Ah ouais? Alors qu'en Angleterre, tu peux perdre, et après un combat que tu as perdu, tu as encore 20 000 personnes qui vont venir te voir boxer. En France, quand tu as perdu, tu rien. Oh, c'est un bon rien, il est nul, je le savais. Non, il est monté sur le ring, il a perdu, mais après, il faut retourner au charbon. Mais c'est vrai que la mentalité des Français, c'est vrai que quand tu me le dis, là, avec par exemple le MMA, là, il y a certains athlètes de fous malades, il a perdu un combat bêtement et on est là à l'insulter, à lui dire que c'est une merde, alors que franchement... C'est encourageant, lui, monter sur le Ah ring. ouais. Moi, même de toute façon, pour moi, dans ma façon de voir les choses, non. Moi, quand je dis que les gamins, ils vont boxer, ils perdent. Je les encourage encore plus. Ah ouais. Parce qu'après, au bout de 3 ou 4 combats, ils ont perdu, mais ils continuent. C'est là que c'est décourageux. Forcément, si on gagne tous, c'est plus facile de monter sur le ring. Ouais, c'est non. vrai. Mais non, il faut... Et à ce niveau-là, en France, c'est Peut-être cette mentalité a changé, quoi. Avant, non. Avant, tout le monde se rencontrait. Dans les années 80, on voyait, il y avait TF1 à l'époque, il y avait des combats tous les samedis. Les bons Français se rencontraient. Maintenant, non. Alors, ça vient aussi de la thune et ça vient aussi de beaucoup d'entraîneurs qui veulent pas que leurs boxeurs y perdent parce que ça les fait monter dans les classements. Et voilà, c'est un peu ça le problème. Il y a autre chose qui rentre en jeu, malheureusement. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Putain, ça c'est une bonne phrase de fin, ça. Ça, j'aime bien. Eh ben, les amis, j'espère que vraiment vous avez kiffé ce petit podcast, cette petite interview avec Michel. Merci encore. Hein. Et je pense qu'on pourrait limite se faire un épisode 2 un jour avec tes anecdotes de boîte de nuit et de taf en général. Parce que là, on a vraiment accès coach, voire boxe. Mais en vrai de vrai, sur ta vie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, parce que elle commence à être longue. T'as quel âge là? 63 bientôt. 63 ans, ça va. Oui, je me tiens encore. Tu penses être coach encore combien de temps? Tant que je peux, tant que je suis pas ridicule. Si on commence à me dire c'est un vieux con, j'arrête. On verra bien. J'espère quelques années encore. Tant qu'il y a la passion et évidemment, quand t'es coach de boxe, ça c'est aussi un petit inconvénient, mais c'est qu'il faut physiquement quand même être un petit peu solide. Oui et non. Ah ouais. J'ai encore cette chance d'être en forme parce que je m'entraîne pour ça. Je vais pas aller voir les gamins avec un ventre comme ça, je vais pas me permettre. Hein. Mais non, je pense que je peux faire encore quelques années. Je voudrais arrêter, sortir un bon boxeur et puis après arrêter avec lui. Ouais. Ouais, voilà. Bah attends, je remets les gants. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Les amis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, évidemment, de vous abonner à la chaîne. Je vous mets tous les réseaux de Michel en description. C'est quoi tes réseaux, toi? Comment ils peuvent te contacter? Bon bah Michel Dubois, et moi, ils vont trouver. Ouais. Ok, bon. Ouais, il y en a qu'un. Bah regarde, s'il y en a qu'un, c'est parfait. On n'hésite pas à s'abonner, à liker, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci énormément de nous avoir écoutés. Merci encore à Michel de sa présence. Je vous fais juste un petit rappel par rapport à Oli, qui est quand même le sponsor de cette vidéo. Vous avez 5 € de réduction sur tout le site internet avec le code LEBOUZE5. Donc n'hésitez pas à checker. Voilà, je vous mets le site en description. Passez une excellente soirée. Je vous aime très fort et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast. C'était Le Bouzeux. Ciao.